au nom de tous les membres du comité de l'AMCAR, je voudrais remercier tous les cardiologues et toutes les personnes qui se sont joints à nous pour cette première e-conférence dans l'histoire de l'AMCAR et qui sera consacrée sur la place du cardiologue dans la gestion de cette pandémie que connaît un petit peu le monde entier, qui est le coronavirus. Et donc, nous espérons, comme c'est la première fois, nous espérons être à la hauteur de cette tâche. Et bien sûr, l'actualité nous l'impose actuellement, l'actualité qui est le Covid-19 et qui fait des ravages un petit peu partout dans le monde, là où il passe. Et on sait très très bien que le coronavirus peut avoir une atteinte cardiaque, bien entendu, qui souvent n'est pas au premier plan, mais qui est extrêmement importante à prendre en considération, que ce soit sur le plan pathologique, c'est-à-dire les atteintes cardiaques dans le cadre de ce virus, ou bien dans le cadre thérapeutique, l'impact des thérapeutiques sur le cœur, c'est extrêmement important. La physiopathologie aussi, des atteintes dues au coronavirus qui peuvent interférer avec certains médicaments. Donc, il y a un impact réel de la cardiologie, de tout ce qui est cardiovasculaire, en rapport avec cette maladie virale. Et pour parler un petit peu ce soir de cette pandémie et de son impact sur le cœur, nous avons avec nous deux experts en la matière. Le professeur Abdel Fattah Chakib, que tout le monde connaît, c'est notre professeur Raoult du Maroc, et qui va nous parler un petit peu des aspects virologiques, épidémiologiques et des modalités de transmission aussi du côté thérapeutique de cette maladie. Et donc, nous le remercions infiniment pour avoir accepté notre invitation. Et aussi, nous avons avec nous le professeur Ahmed Bennis, que tout le monde connaît bien entendu, qui est professeur de cardiologie, ancien chef service de cardiologie au CHU de Casablanca, actuellement dans le privé, et qui va nous parler bien entendu des aspects cardiologiques de cette maladie virale. Merci beaucoup, le professeur Ahmed Bennis, pour avoir accepté notre invitation. Voilà, donc avant de commencer notre conférence, j'aimerais aussi remercier notre ami Younes, qui est notre informaticien, qui a fait un travail colossal pour préparer avec nous tous, avec tous les membres du comité de l'AMCAR, cette e-conférence qui, encore une fois, je vous le dis, c'est la première. Donc, les orateurs et moi-même, nous sommes confinés chez nous. On n'est pas ensemble. Donc, vous l'avez deviné, donc la situation l'impose et l'épidémie l'impose. Et puis, voilà, donc chacun un petit peu chez lui et on va essayer de passer sans trop tarder à la première présentation qui sera présentée par le professeur Abdel Fattah Chakib, professeur d'infectiologie et de médecine interne au CHU de Casablanca et qui va nous parler de l'aspect épidémiologique, de l'aspect virologique, de l'aspect thérapeutique de cette maladie. C'est Abdel Fattah, à toi la parole. Merci, monsieur le professeur Charabi. Donc, je tiens tout d'abord à remercier l'AMCAR et les collègues de cardiologues qui m'ont fait l'honneur de me demander de vous faire une introduction sur le Covid-19. Je le fais avec énormément de plaisir. Donc, on m'a demandé de parler pendant moins de 20 minutes sur tous les aspects épidémiologiques, virologiques, cliniques, radiologiques. Bien sûr, on va être en résumé, mais je crois qu'on aura le temps de revenir sur certains aspects dans les questions. Alors, je commencerai volontiers pour vous expliquer, et ça vous le savez très bien, pourquoi on est tous inquiets par rapport au Covid-19, parce que malheureusement, on a dépassé les 800 000 cas dans le monde et on a dépassé les 40 000 décès. Franchement, moi, en tant qu'infectiologue, ça fait 35 ans que j'exerce en infectiologie. C'est la première épidémie où j'ai vu il y a 40 000 décès. Non, vraiment, c'est très impressionnant. Alors, si on voit un petit peu dans le détail ce qui se passe dans le monde, donc bien sûr, il y a la Chine, mais je crois qu'elle est en train de sortir de la phase critique. Après, il y a les États-Unis qui ont dépassé les 160 000 cas. Après, il y a l'Italie avec 150 000 cas, l'Espagne
à peu près 100 000 cas, l'Allemagne, la France. Au Maroc, donc, là, c'est les chiffres de l'OMS, 638 cas hier, mais aujourd'hui, on a dépassé les 650 cas. Et vous voyez, en Tunisie, 394 cas. Et puis, en Algérie, 584 cas. Donc, à peu près au Maghreb, on est à peu près au même niveau. Peut-être plus en Maroc, en Algérie, plus qu'en Tunisie. Et vous voyez, une question qui est posée d'ailleurs par beaucoup de monde, au niveau des autres pays africains, il y a moins de cas. Mais on commence à avoir, voilà, on commence à avoir des pays où on a pas mal de cas, 175 ans au Sénégal, 169 en Côte d'Ivoire, 152 au Ghana. Mais les autres pays, il y a moins de 100 cas. Je commencerai volontiers par préciser deux choses. Premièrement, quand on parle de la maladie, on parle de Covid-19. C'est la dénomination qu'a donnée l'OMS à la maladie. Je crois que ça va être définitif. Et puis le virus, donc, on l'appelle le SARS-CoV-2. Alors, qu'est-ce que c'est ce virus SARS-CoV-2? Donc, c'est un virus ARN et c'est un virus qui est enveloppé. C'est une bonne nouvelle pour nous parce que tous les virus enveloppés en général sont fragiles. Donc, en fait, l'eau de Javel peut le tuer. Ça, c'est une bonne nouvelle. On va revenir à ça par la suite. Alors, c'est un virus qui s'est pénétré dans les cellules épithéliales, particulièrement au niveau de l'appareil respiratoire, dans lequel il va induire une inflammation, mais il peut aussi induire autre chose, notamment au niveau gastro-intestinal. Les coronavirus en général, même le SARS-CoV, on est en train de découvrir que c'est un virus aussi neurotrope, donc il va donner quelques symptomatologies, quelques symptômes respiratoires. Et puis après, on notera d'autres organes qui vont être atteints, comme le foie, le cœur, c'est pourquoi d'ailleurs on est là aujourd'hui, les reins et les yeux. Alors ça, c'est, je m'excuse que le schéma n'est pas très lisible, mais bon, c'est juste pour préciser une chose, c'est comme tous les virus, donc il doit rentrer au niveau des cellules, parce que les virus ne savent pas vivre en dehors des cellules par un récepteur, et le récepteur est un récepteur ACE. Donc voilà, et je crois que le professeur Denis va revenir pour vous détailler cette histoire d'ACE, parce que il y a une grande relation avec la cardiologie, donc l'enzyme de conversion de l'angine, voilà. Et après, quand il va rentrer, bien sûr, il va se multiplier dans la cellule, il va éclater la cellule et il va sortir dans la cellule. Donc, la première notion qui est très importante à retenir, donc c'est un virus donc, qui va vivre dans les cellules et c'est une notion qui est à retenir parce qu'il y a beaucoup de gens qui posent des questions par rapport à combien de temps le virus peut vivre, etc., etc. Donc, on a jusqu'à maintenant deux notions qu'on a vues. Donc, premièrement, l'arbre respiratoire, c'est un organe qui est ouvert sur l'air, donc la contamination est facile. Et deuxièmement, c'est un virus qui vit dans les cellules. Alors, je viens de dire, donc l'arbre respiratoire, donc il est ouvert sur l'environnement. Et par conséquent, quand on est malade, quand on éternue, donc on va projeter soit des aérosols, donc qui ne sont pas très contaminants. Pour qu'ils soient contaminants, il faut que la personne qui est malade se trouve dans un espace fermé pendant une longue durée et qu'on ait une concentration importante du virus. Donc, je crois qu'on va éliminer ça, on va se focaliser sur ce qu'on appelle le postillon et les contacts. Alors, quand on éternue, quand on pousse, donc on envoie des gouttelettes, et les gouttelettes en général, soit qu'on va les envoyer directement à une personne qui est à côté de nous, donc il est à moins d'1 mètre de nous, et quand on est malade, malheureusement, on peut le contaminer, donc c'est ce qu'on appelle le contact étroit avec les porteurs de virus. Et la personne, bien sûr, qu'est-ce qu'il va faire? Il va inhaler les virus, et les virus vont se multiplier parce qu'il s'est pénétré facilement dans la muqueuse épithéliale respiratoire, donc il va pénétrer et va se diviser, puis après va donner la maladie. Mais il y a une chose qui est aussi importante, c'est quand on éternue, quand on tousse, quand on parle, et quand on est malade, et quand on a les sécrétions qui sont chargées en virus, en général, on peut envoyer ces sécrétions sur des surfaces, et quand les surfaces sont contaminées, quand une personne non malade touche ces surfaces avec ses mains, par exemple, ou avec autre chose, et quand il porte, par exemple, soit la main, soit l'autre chose, au niveau de la bouche, au niveau du nez, au niveau des yeux, il y a contamination, il y a transmission de la maladie. C'est pourquoi vous avez entendu depuis le début de la maladie, on vous dit, il ne faut pas, même quand vous êtes en dehors de chez vous, il ne faut pas toucher le visage, il ne faut pas toucher les yeux, il ne faut pas toucher les muqueuses, il ne faut pas toucher le nez. Alors, on arrive à la question qui fâche, combien de temps vit le virus à l'extérieur du corps. Donc là, c'est le dernier travail qui a été fait publié dans le New England Journal of Medicine. Vous voyez dans les aérosols, donc moins de 3 heures. Mais en fait, je crois qu'on peut dire 2 heures facilement.
pas 3 heures, parce qu'il ne faut pas retenir que la durée de vie, il faut retenir aussi la durée pendant laquelle il reste vivant et il peut contaminer une autre personne. Alors, sur le cuivre, il vit moins, c'est-à-dire il vit moins, il vit plus que l'air, bien sûr, mais il vit moins que dans les autres substances qui sont solides. Donc là, vous voyez, donc c'est à peu près moins de 10 heures, donc 56 heures. Donc, sur le papier, moins de 24 heures. Et puis après, sur l'autre surface, plus, on est dans l'ordre du jour, donc à 3 jours, 4 jours, jusqu'à 5 jours. Alors, une très belle nouvelle, un article récent qui vient d'être publié hier, c'est un Allemand qui a fait cette étude et qui a montré que même si on a des surfaces contaminées, on peut les décontaminer par soit de l'éthanol à 62 à 72 degrés, soit par de l'eau de javel, en fait, l'hypochlorite de sodium. Et vous voyez, quand on applique par exemple l'éthanol à 70 degrés à peu près, donc il va réduire la charge ou l'infectivité de l'espace de 2 à 4 logs. Et quand on applique l'eau de javel par l'hypochlorite de sodium, c'est la même chose, il va réduire de 3 logs. Alors, le glutardéhyde, la même chose, le glutardéhyde, c'est très important à retenir parce que vous avez certainement des sondes qui risquent d'être abîmées ou d'autres matériels qui être abîmés par l'eau de javel, appliquer le glutardéhyde, mais à 2%. C'est très important, il a le même effet que l'eau de javel. Bien sûr, il faut dépasser la minute au niveau de l'application, c'est très important. Et ça, on le sait, par exemple, avec les fibroscopes et les endoscopes, on les applique pendant 30-20 minutes, mais ce n'est pas le cas ici parce qu'on ne discute pas les virus de l'hépatite B ou de l'hépatite C. Vous voyez que, par exemple, pour le chloride de benzalkonium, donc ça ne sert à rien et pour le reste, ça ne sert à rien. Alors, la maladie. Alors, la maladie, comme j'ai dit, ça s'appelle le Covid-19. Ce qui est très important dans la maladie, ce qu'il faut retenir, c'est que tout le monde n'est pas malade. On a des malades qui n'ont pas de symptômes. On a beaucoup de malades qui sont asymptomatiques. Ça veut dire qu'ils vont avoir tout simplement une petite fatigue, puis après ils vont faire la maladie, puis après ils vont guérir. Mais ils sont dangereux parce qu'ils risquent de contaminer d'autres personnes qui sont à côté. Et puis on a dans les malades symptomatiques, ils peuvent développer soit des symptomatologies pulmonaires, pourquoi on parle maintenant plus de maladies pulmonaires, mais il y a aussi, on est en train de découvrir petit à petit des manifestations extra-pulmonaires, et ça on l'a expliqué au départ, parce que le tropisme du virus n'est pas seulement pour la cellule pulmonaire, il est aussi pour la cellule gastro-intestinale, neurologique et autres. Alors ces cas symptomatiques, on va les classer juste pour essayer de voir où on va les mettre en hospitalisation, dans une salle isolée seule ou dans un milieu de soins intensifs ou dans un milieu de réanimation, en cas modéré, en cas sévère et en cas critique. On va revenir là-dessus par la suite. Alors, mais il y a une chose qui est très importante, il faut retenir la définition de cas. Pourquoi retenir la définition de cas? Parce que incubation, donc là, je suis en train de dire donc incubation, donc 2 à 14 jours en moyenne. En général, 3 à 7 jours. Qu'est-ce que le malade va avoir? Donc, il va avoir de la toux, une fièvre à 38 degrés, une dyspnée, une fatigue, un manque d'appétit, une rhinorrhée, une myalgie, des céphalées, des pharyngites, rarement des hémoptysies ou un pneumothorax. Mais en fait, pour être plus précis, le malade ne va pas avoir tous ces symptômes en même temps. On a des malades qui vont avoir juste de la toux, des malades qui vont avoir juste de la fièvre, des malades qui vont avoir juste de la fatigue, manque d'appétit avec de la fièvre, ou de la dyspnée, etc. avec de la toux. Donc, on a des tableaux qui sont totalement variables. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand on a 1 ou 2 symptômes de ces maladies, et quand on a été en contact, parce que là, pour le Maroc, on ne parle plus maintenant de contact au voyage à l'étranger parce qu'on a fermé les frontières depuis plus de 15 jours. Donc, en contact avec une personne qui a été confirmée ou une personne qui est suspecte. Donc, à ce moment-là, il faut penser en premier lieu au Covid et pas à autre chose. La deuxième chose qui est très importante, c'est le professionnel de santé. Quand un professionnel de santé qui exerce dans un hôpital où il y a des cas de Covid-19 qui ont été confirmés, je parle bien sûr essentiellement des médecins, des infirmiers, des radiologues et des autres corps de métier. Et là, quand il commence à développer les symptômes qu'on vient de voir, il doit penser en premier lieu au Covid-19. Alors, les manifestations extra-pulmonaires, on a des douleurs abdominales de type vomissement ou diarrhée, qui sont parfois inauguraux. Il faut faire très attention parce que, par exemple, nous au Maroc,
le premier malade qu'on a eu, il est venu le premier jour avec douleur abdominale plus diarrhée. Et le lendemain, il a commencé à tousser. C'est comme ça qu'on a posé le diagnostic. Il y a aussi des céphalées, des vertiges. Et ça, on a vu récemment un malade même avec un syndrome méningé, chez qui on a fait une PL. Et comme on a fait le bilan, dans le bilan de la méningite, on a fait une radio-thorax. Donc, on s'est retrouvé avec un aspect qui était évocateur, qu'on a complété par un scanner qu'on va voir après. Et puis, on a confirmé par PCR. On peut avoir aussi des conjonctivites. On peut avoir deux symptômes qui sont décrits actuellement dans le Covid-19 et qu'on ne connaissait pas dans le coronavirus, soit dans le SRAS, soit dans le MERS corona, c'est l'anosmie et la dysgeusie. Et puis, on peut avoir une protéinurie, une hématurie microscopique, et on commence à décrire des manifestations dermatologiques, essentiellement des rages cutanées, malgré qu'ils sont rares, à moins de 1%, mais il est très important de surveiller les malades et de distinguer les rages cutanées qui sont en rapport avec la maladie des rages cutanées qui peuvent éventuellement être en rapport avec une allergie aux médicaments qu'on va voir après. Alors, comment on fait le diagnostic de Covid-19? Donc, premièrement, on prend les signes cliniques qu'on vient de voir. On va poser la question pour voir si on a un contact avec une personne qui est suspecte ou qui est contaminée par le coronavirus. Si c'est le cas, on fait de la biologie et plus ou moins de la radiologie. Pourquoi je parle de plus ou moins? Parce que la biologie, elle est essentiellement maintenant une PCR, et la PCR, elle peut faire défaut dans 30% des cas. Et quand on a une forte suspicion, il faut mieux compléter immédiatement par un scanner, parce que le scanner, comme on va le voir, le scanner thoracique, il est presque typique. Alors, pour le prélèvement de la PCR, il faut faire très attention, parce que le résultat dépend en partie de la qualité de prélèvement. Par exemple, quand on fait un prélèvement, on ne doit pas faire un prélèvement juste nasal, on doit faire un prélèvement nasopharyngé et oropharyngé. Et en général, les écouvillons, donc, ils sont mis dans un tube, dans le milieu de transport, qui en général, les médecins ils l'ont avec la spatule avec laquelle on fait le prélèvement. Et on peut faire aussi un lavage broncho-alvéolaire, mais ça, je crois que c'est chez les malades hospitalisés en réanimation. On peut faire aussi une aspiration trachéale, une aspiration nasopharyngée ou nasale, au lavage nasal, mais ça, en général, c'est moins fait. On fait essentiellement maintenant le prélèvement nasopharyngé ou oropharyngé. Alors, la PCR. Alors, la PCR, c'est l'examen essentiel qu'on fait jusqu'à maintenant pour confirmer le diagnostic de Covid-19. C'est vrai qu'elle peut être négative si le prélèvement est mal fait, je viens de le dire. Ça veut dire qu'on n'a pas de matériel cellulaire. Bien sûr, il n'y a pas, je l'ai dit au départ, les virus vivent dans les cellules. Donc, si on a un matériel cellulaire, on n'aura pas de cellules, donc on n'aura pas de virus. Et puis, il est aussi négatif dans les premiers jours de la maladie. Les 3 malades comme ça étaient négatifs au départ, qui ont positivé 4e, 5e jour. Alors, je répète encore une fois, quand vous avez un malade qui a des symptômes cliniques avec un contact avec une PCR négative, à mon avis, il faut commencer le traitement, il faut refaire la PCR, il faut faire la TDM, excusez-moi, il faut faire la TDM, commencer le traitement et faire la PCR 4 jours après. Alors, cette PCR, elle est positive dans 70% quand on fait un prélèvement des expectorations, par la technique qu'on vient de citer, dans 94% dans l'équipe de lavage broncho-alvéolaire, dans 32% lorsqu'on fait un écouvillonnage laryngé. Donc, vous voyez, il faut mieux privilégier les deux premiers prélèvements en fonction de l'état du malade. Alors, est-ce qu'il faut faire des radiothorax? Les radiothorax ne sont pas très contributifs au début de la maladie. À mon avis, quand on a les moyens, il faut mieux commencer par le scanner. Alors, le scanner, donc, il est très important parce qu'il permet un diagnostic précoce et, dans une étude chinoise, a montré qu'il peut redresser le diagnostic du Covid-2 chez 33% des patients qui ont une PCR négative. Qu'est-ce que montre ce scanner? Montrer des opacités en verre dépoli qui sont de siège périphérique, sous-pleural, on va voir ça. Donc là, vous voyez, ils sont en sous-pleural, non systématisé, multifocal asymétrique, des tendus variables. On peut avoir des petites plages infracentimétriques. On peut avoir aussi des plages plus étendues.
Mais la chose la plus importante, au début de la maladie, il n'y a pas de nodule, il n'y a pas d'adénopathie, il n'y a pas d'épanchement pleural. On peut avoir un pneumothorax, mais on peut avoir un épanchement pleural au cours de l'évolution. Mais on ne l'a pas souvent au début. Alors voilà les aspects. Donc les aspects, donc vous voyez, donc là, c'est ce truc en vert dépoli, qui sont périphériques. Et vous avez aussi l'évolution. Alors l'évolution, donc radiologique, on peut avoir par la suite, ou quand le malade arrive en retard, on peut avoir carrément un aspect de pneumonie organisée. On peut avoir des condensations alvéolaires étendues et le malade en général, quand il guérit, on peut avoir une disparition des lésions un mois après la guérison. Il est très important pour un cardiologue, quand il suspecte un Covid-19, d'informer le radiologue qu'il va lui envoyer un malade qui est suspecté pour qu'il prenne ses précautions. C'est très important, il ne doit pas attendre dans les salles d'attente avec les autres malades, il doit partir en radiologie avec son masque pour protéger, bien sûr, le radiologue, le manipulateur, et pour protéger, bien sûr, les personnes qui éventuellement peuvent se retrouver avec le malade dans une salle d'attente. La protection du radiologue est très importante aussi. Je viens de le dire par le patient, donc il doit porter un masque chirurgical, il doit se frictionner les mains avec une solution hydroalcoolique avant d'accéder à la salle de radiologie. Et le manipulateur, il doit mettre une surblouse, un manche longue à usage unique, avec un masque FFP2, une charlotte, des lunettes à protection à usage unique, des gants à usage unique. Alors voilà l'évolution radiologique, vous voyez là. Donc on arrive à ce qu'on appelle un aspect de crésipavine. Donc vous voyez, donc là, il y a énormément de lésions et on a l'impression qu'il y a des lésions qui sont par morceaux. C'est ce qu'on appelle l'aspect de crésipavine. D'accord? Et ça, c'est un malade qui a une forme sévère. En général, ce sont des malades qui sont en réanimation. Alors ça, c'est un travail qui est très intéressant, qui va être publié. Ça, c'est l'évolution de la maladie. Donc, vous voyez au départ donc, les images donc, en vert dépoli qui sont périphériques. Sur l'image C, c'est la même chose. Et puis après, donc l'évolution du malade. Et la dernière image, c'est 30 jours après le début, après la première. Donc 30 jours après, là vous voyez le 1er janvier 2020. Et là, c'est le 25 janvier 2020. Donc on n'a presque rien dans le poumon. Le malade donc, ne garde pas beaucoup de séquelles. Et bien sûr, ça dépend bien sûr de la sévérité de la maladie. On peut discuter ça par la suite. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le bilan biologique? On peut faire un NFS, on peut faire autre chose. Souvent, sur le NFS, on trouve jusqu'à plus de 85% des cas des lymphopénies et des thrombopénies. Dans l'expérience qu'on a eue, bon, on a plus de 100 cas actuellement à Casablanca, on n'a pas l'impression que les thrombopénies donnent des syndromes hémorragiques. Mais là, il faut voir, bien sûr, en fonction, il faut surveiller le malade de très près. La CRP plus de 10 mg donc, se trouve chez 60% des cas. Les LDH sont élevés à plus de 150. On peut avoir des cétolèses hépatiques avec des choses impressionnantes. Par exemple, chez les malades en réanimation, on avait des cétolèses à 3000, 4000. On a l'impression que ce sont des hépatites 1, mais en fait, ce sont les conséquences du SARS-CoV-2. La procalcétonine aussi qui est élevée, mais pas dans tous les cas, seulement 5%. Donc, il faut privilégier dans les bilans plutôt la CRP que la procalcétonine. Les dédimères, je crois que le professeur Nice va revenir là-dessus par la suite. Vous voyez, ils sont très élevés, 50%, en rapport avec l'inflammation, bien sûr. Il faut faire très attention parce que pas mal de malades ont fait pas mal, je ne connais pas le pourcentage, mais les radiologues nous parlent de malades qui ont fait des embolies pulmonaires, et là, il faut faire la distinction, ce qui revient en termes de dédimère à l'inflammation et à l'embolie pulmonaire. Alors, ces malades, donc, quand ils arrivent en hospitalisation, quand on arrive à l'hôpital, pardon, il faut savoir quand on peut hospitaliser un malade. Donc, il y a une indication d'hospitaliser les malades d'emblée quand ils sont âgés. Donc là, on a pris plus de 70 ans, bien sûr, sans tard. Bien sûr, on se fie aussi à l'âge physiologique. Insuffisance cardiaque stade 3-4, diabète insulinodépendant compliqué, quand le malade est en insuffisance respiratoire, quand le malade est dialysé. Donc là, ce sont, je crois, les malades les plus importants que vous voyez, vous, en consultation de cardiologie. Donc, insuffisance cardiaque, diabète, insuffisance respiratoire, insuffisance rénale, qui parfois, je sais que vous gérez pas mal de malades comme ça, qui est secondaire à un problème d'hypertension artérielle ou un autre problème cardiovasculaire. Sinon, dans les autres, on a les cirrhoses avancées, les immunodépressions,
Par exemple, les VIH non contrôlés, comme on CD4 moins de 200, et quand le malade ne peut pas être suivi chez lui, parce qu'il risque de se compliquer, et là, il faut faire attention. Alors, quelles sont les circonstances dans lesquelles on doit obligatoirement hospitaliser le malade d'emblée en réanimation? Quand sa fréquence respiratoire est supérieure à 30 par minute, quand le besoin en oxygène est supérieur à 3-4 litres par minute avec un masque en moyenne concentration, pour maintenir une SpO2 supérieure à 90%, et quand le score SOFA, par exemple fréquence respiratoire supérieure à 22 minutes, trouble de fonction supérieure, pression artérielle inférieure à 100, quand l'un des deux, il faut deux, quand il est supérieur à 2 ou égal à 2, en général, on hospitalise le malade en réanimation. Et quand il a une défaillance d'un organe associé, soit insuffisance respiratoire, soit insuffisance cardiaque, soit insuffisance hépatique, pardon, soit insuffisance rénale. Alors, l'évolution. Alors, l'évolution du Covid, ça c'est une bonne nouvelle pour les médecins, c'est plus de 90%, même plus que 95% dans certaines séries de guérison. Il y a 10% des malades qui se compliquent, qui restent longtemps en réanimation. Les surinfections bactériennes ne sont pas très courantes, ce n'est pas aussi fréquente que par exemple avec le virus de la grippe. On peut avoir une apparition du dyspnée avec un délai moyen de 5 à 8 jours. C'est très important, il faut surveiller le malade pendant toute la durée de son hospitalisation, parce que la survenue du dyspnée, donc, c'est-à-dire un signe de gravité, il faut transférer le malade aux soins intensifs. Et puis, on peut voir des syndromes de détresse respiratoire aiguë avec un délai de 8 jours aussi. Les complications cardiaques, je crois que le professeur Denis m'a parlé de ça, ce n'est pas la peine de s'étaler là-dessus. Alors, on arrive à quelque chose qui divise les gens et sur lequel il y a beaucoup de discussions. Combien le Covid-2 tue le malade? Alors, cette étude qui a été publiée avant-hier par les Chinois montre sur une série de 44 000 malades confirmés qu'en fonction de l'âge, la létalité varie. Donc là, quand on a par exemple les enfants 0 à 9 ans, c'est 0,00% ou 0,001%. Quand on est entre 10 à 19 ans, dans la série, c'est 1 cas, c'est 0,18%. Quand on arrive à 20 ans, moins de 30 ans, c'est 0,19. 30-39, c'est 0,23. Quand on arrive à 40 ans, les choses commencent à se corser parce que c'est 0,44%. Et 50 ans, c'est 1. 60 ans, c'est 3,60. Et 70 ans, on multiplie par 8 le risque de mourir par rapport à une personne qui a 50 ans. Et quand on dépasse le 80 ans, donc on multiplie par 15 par rapport à une personne qui a moins de 40 ans. Donc vous voyez que c'est une maladie qui tue, mais qui tue essentiellement à partir de 67, on peut dire 65 ans, hein, 65 ans, et qui encore plus à partir de 70 ans. Quel est le traitement qui est actuellement utilisé dans le Covid-2? C'est essentiellement un traitement symptomatique. Je ne parlerai pas bien sûr en détail des mesures de réanimation. C'est du paracétamol, essentiellement. Il ne faut jamais prescrire d'anti-inflammatoire non stéroïdien ni d'aspirine, parce que beaucoup d'équipes ont démontré qu'il aggrave le Covid-2. On peut donner la chloroquine ou le hydroxychloroquine plus azithromycine, c'est-à-dire soit la chloroquine plus azithromycine, soit hydroxychloroquine plus azithromycine. C'est les malades qui sont, c'est l'option qu'on a fait au Maroc, c'est les malades qui sont sévères, on opte pour l'opinavir, ritonavir. Nous, on n'a pas au Maroc le remdesivir ni l'interféron bêta, mais il y a des équipes en Chine, en Europe, dans d'autres pays qui ont utilisé cet antiviral qui, à la base, était un antiviral qui a été testé dans Ebola. Et il y a certaines équipes de réanimation qui ont utilisé des interleukines 6 pour faire face à cette tempête de cytokinique, etc., qui tue les malades. Et j'arrive au dernier chapitre, c'est le contrôle de risque infectieux au cabinet de cardiologie. Je crois que c'est très important de préserver et de protéger le cardiologue. Alors, le cardiologue, bien sûr, il doit se protéger, premièrement, abstraction faite de la situation devant laquelle il va se trouver,
Parce qu'il est devant un malade qui est suspect ou un malade qui n'est pas suspect. S'il n'est pas devant un malade qui n'est pas suspect, je crois qu'il doit se protéger depuis sa voiture jusqu'à l'accès au cabinet. Je parle bien sûr de l'ascenseur, bouton d'ascenseur, etc., l'extérieur, intérieur, la poignée du cabinet, l'entrée du cabinet, la salle d'attente, le bureau, tout ça. On doit avoir une hygiène qui est impeccable, c'est très important. Et puis, quand il est devant un malade suspect, il doit redoubler de vigilance. Si vous vous retrouvez devant un malade qui est suspect, la première des choses, le premier réflexe, c'est d'isoler le malade dans une salle. Puis après, il faut l'hygiène et les moyens de protection individuelle, ça veut dire mettre un masque FFP2. Et après, bien sûr, désinfecter l'environnement et gérer les déchets. On va aller tout doucement. Premièrement, isoler le malade en chambre individuelle. C'est très important. Il ne faut pas le laisser avec les autres malades. Assurer un système d'aération indépendant. Et si vous avez la clim dans la chambre où vous allez isoler le malade, il faut la désactiver. Très important. Après, il faut se laver les mains avec l'eau et le savon ou une solution hydroalcoolique. Et tous vos collaborateurs, si vous avez une assistante, ils doivent faire la même chose, c'est très important. Porter un masque FFP2 et se laver la main avec soit l'eau et le savon, soit solution hydroalcoolique. Après, il faut, bien sûr, vous allez faire la procédure habituelle, appeler soit sur le 41, soit le numéro de veille, soit envoyer le malade directement à l'hôpital parce que vous avez maintenant les adresses des hôpitaux où on fait les tests, les PCR. Bien sûr, il faut avoir le réflexe de lui demander de mettre le masque et de ne jamais l'enlever, pas le toucher, etc. C'est très important. Donc après avoir terminé avec le malade, il faut bien sûr nettoyer et désinfecter les surfaces avec de l'eau, du javel, d'huile bien sûr, et toutes les surfaces qui éventuellement étaient avec le malade a été en contact. Et moi, à des limites, je préfère que tout le cabinet soit nettoyé pour éviter tout risque. Alors, le déchet, tout ce qui a été utilisé par vous au moment de l'examen du malade, par le malade, par l'assistante, il doit être mis dans un sac, ce qu'on appelle un sac d'aspi, dans un sac pour le déchet à risque infectieux, très important, et il doit être éliminé. L'idéal, c'est par incinération, il ne doit pas être mis avec les déchets ménagers, c'est très important. Et le linge souillé aussi, il doit être, bon, ça vous avez soit un drap, soit une serviette, soit autre chose qui a été touchée par le malade. Donc, il faut les mettre dans des sacs étiquetés et étanches. Mettez danger dessus si vous n'avez pas de sac d'asserie, etc. Et il faut les éliminer par incinération de préférence. Ou les confier à la cellule d'hygiène qui va venir récupérer le malade si bien sûr vous appelez le malade et vous avez l'équipe de la direction de la santé qui va venir récupérer le malade. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Abdelfatah Chaki, pour cet excellent exposé, très détaillé, extrêmement explicite, comme d'habitude, bien entendu. Je voudrais juste préciser une petite nuance. Tu as parlé des anti-inflammatoires et de l'aspirine. Je pense que tu voulais dire l'aspirine à dose anti-inflammatoire, à forte dose, tout à fait. Et non pas l'aspirine à dose anti-agrégante. Tout à fait. C'est l'aspirine qui est utilisée pour baisser la fièvre, c'est-à-dire c'est 500 mg, 1 gramme pour baisser la fièvre ou pour traiter une douleur. C'est à dose anti-inflammatoire, effectivement. Tu as bien fait de me rappeler ça. Merci. Merci beaucoup. On reviendra bien entendu tout à l'heure sur les questions. Je passe la parole tout de suite à mon ami, le professeur Ahmed Bennis, cardiologue, professeur de cardiologie, qui va nous parler de l'aspect cardiologique de cette maladie virale. Merci, cher Saïd. Merci, cher Abdelfatah. Je suis vraiment honoré et je remercie bien sûr l'AMCAR et tous ceux qui ont organisé cette manifestation. Alors, comme chacun le sait, on est devant une véritable pandémie mondiale. Et on peut se demander quel est le rôle du cardiologue dans cette pandémie mondiale. Alors, je l'ai résumé en 4 points essentiels. C'est que les patients cardiaques, en particulier les diabétiques, les hypertendus, les coronariens, sont à risque de corona extrêmement important. Deuxième point important,
les myocardites, on peut assister à de véritables myocardites qui peuvent poser le problème du pronostic vital. Troisième problème, c'est quel est le rôle du système rénine-angiotensine-aldostérone et son implication dans ce corona, et doit-on ou non arrêter un traitement par IUC ou par ARA2. Et quatrième point, les traitements, dans les traitements qu'on nous propose, il y a la chloroquine, l'hydrochloroquine, plus le Zithromax. Est-ce qu'il y a un impact sur le QT? Est-ce qu'il y a des risques cardiovasculaires et comment suivre les patients? Alors tout d'abord, comme chacun le sait et comme ça a été extrêmement bien précisé par le professeur Chakib, le Covid est très dangereux, 2 à 3 fois plus que la grippe. Il est contagieux avant d'être symptomatique. 15% des formes vont entraîner des complications et 5%, c'est retrouvé dans la plupart des séries, vont nécessiter une hospitalisation en réanimation. La suivante. Alors, dans cette pandémie qui est à point de départ, coronavirus qui va pénétrer dans l'organisme par voie respiratoire, le cœur va être touché de deux façons. Soit de façon primaire, comme première atteinte, et on va assister à une myocardite, et cette myocardite, il va être secondaire soit à l'invasion du germe par l'enzyme de conversion 2, on reviendra là-dessus, et soit par la réaction inflammatoire extrêmement importante que ce virus va entraîner dans l'organisme. Et on aura des manifestations comme de l'hypotension, de la tachycardie, de la bradycardie, des arythmies, voire des morts subites. L'atteinte cardiaque peut être secondaire à une atteinte respiratoire. Vous savez que l'atteinte respiratoire peut entraîner un déficit respiratoire, une insuffisance respiratoire majeure, un syndrome de détresse respiratoire. Cette détresse respiratoire va entraîner un déséquilibre donc, au niveau entre les besoins et les apports d'oxygène du myocarde. On va avoir une diminution des capacités cardiaques de réserve, une augmentation de la demande métabolique et par conséquent, bien entendu, une décompensation d'un état cardiaque préexistant. Ceci est dû au fait qu'on est en plein orage inflammatoire. Et deuxièmement, cet orage inflammatoire a aussi un effet prothrombotique, un effet thrombogène, et on assiste parfois, dans certaines circonstances, à une augmentation des risques de thrombose, par exemple de thrombose de Sainte, ou à des thromboses veineuses, ou à des véritables embolies pulmonaires. La suivante. Alors, ce schéma me paraît extrêmement important et fondamental. Et il va nous permettre, bien entendu, d'avoir les explications physiopathologiques et bien entendu, et qui va nous permettre d'avoir les impacts thérapeutiques. Alors, le coronavirus va entraîner cette maladie en 3 phases. La première phase, c'est la phase d'incubation. Et cette phase d'incubation où l'organisme entre en contact avec le virus. À ce moment-là, comme l'a bien expliqué le professeur Chakib, on va avoir de la fièvre, on va avoir de la toux, de la diarrhée, et sur le plan biologique, on va avoir de la lymphopénie, une augmentation du thrombothrombine, une augmentation de dédimère. Et puis progressivement, on va assister à une phase respiratoire, à une phase pulmonaire, et cette phase va aller en 2 phases elle-même, 2A et 2B, où la symptomatologie et la sévérité de la symptomatologie va monter, et à ce moment-là, on va avoir une répercussion sur le plan respiratoire. On va avoir, à savoir, sur le plan clinique, un déficit, un essoufflement important, un essoufflement pratiquement moins très fort, une hypoxie, et retenez bien ce rapport, pression artérielle en oxygène sur la fraction inspiratoire en oxygène qui est moins de 300 mm de mercure. Sur le plan radiologique et scanographique, on a les images décrites et on a une augmentation des transaminases et une augmentation de la procalcétonine progressive. Et puis, toute cette phase pulmonaire va être malheureusement suivie par un véritable tsunami inflammatoire et une hyperréaction inflammatoire. Et les cytokines vont complètement changer la donne pour entraîner l'organisme dans un ensemble de complications majeures, à savoir l'insuffisance respiratoire, le syndrome de détresse respiratoire, l'insuffisance cardiaque, et sur le plan biologique, on a une élévation des marqueurs inflammatoires, la CRP, le LDH, les dédimères, la ferritine, et aussi des marqueurs cardiaques comme troponine et NT-proBNP. Et devant tout cela, nous avons des possibilités thérapeutiques qui sont relativement limitées. On a les antiviraux qui sont en cours d'évaluation, on a l'hydroxychloroquine, on a aussi le sérum des patients convalescents. C'est ça, c'est des cibles pour diminuer la charge virale. Et puis aussi, on a, comme je l'ai dit, une notion inflammatoire extrêmement importante qui, donc, il faudrait réduire par, ça dépend des équipes, des corticoïdes, des immunosuppresseurs et donc, bien entendu, les essais sont cours. La suivante, alors, comment on a une atteinte cardiaque au cours du coronavirus? Alors, par 4 mécanismes.
Premier mécanisme, c'est l'action directe médiée par l'enzyme de conversion 2. C'est le récepteur sur lequel va se greffer le virus, qui va entraîner dans la cellule. Et à ce moment-là, cela va réduire l'expression de l'enzyme de conversion et on va avoir une altération du système rénine-angiotensine-aldostérone, ce qui donne, bien entendu, une augmentation d'angiotensine 2, de l'inflammation, une dysfonction artérielle et des lésions pulmonaires. Deuxième mécanisme, c'est des lésions myocardiques induites par hypoxie, par stress oxydatif, ce qui va entraîner une acidose intracellulaire et bien entendu une altération myochondriale. Troisième mécanisme, c'est une atteinte microvasculaire avec des défauts de perfusion, une hyperperméabilité vasculaire et des vasospasmes. Et dernier phénomène, bien sûr, c'est ce tsunami de cytokines, ce tsunami inflammatoire, c'est un torrent qui va entraîner une réponse inflammatoire exagérée, incontrôlée et qui va entraîner des lésions cardiaques qui sont sévères. La suivante, alors, ce coronavirus, il existe, on le connaît depuis quelques années. On a déjà eu des lésions de myocardite sur des séries qui ont été décrites depuis une dizaine d'années. Le SARS dans les années 2000, le corona du Moyen-Orient et puis bien entendu le coronavirus 19. Et on a régulièrement des observations de myocardite qui peuvent être transitoires, qui peuvent entraîner un arrêt cardiaque, de dysfonction provisoire de la fonction diastolique et puis parfois dysfonction systolique, de lésions myocardiques, de véritables myocardites avec parfois des chocs cardiogéniques et parfois, bien entendu, des arythmies. La suivante, alors, comme je l'ai dit, il y a 4 éléments importants, c'est-à-dire est-ce que les malades cardiaques sont à risque cardiovasculaire, quel est le mécanisme de ces myocardites dont on a parlé, et puis, bien entendu, on va parler tout à l'heure du système rénine-angiotensine et de son implication et du système IDQT. Alors, vous savez que dans le monde, aujourd'hui, on a plus de 800 000 patients qui sont touchés par le Covid et aujourd'hui, on a à peu près 40 000 personnes. Alors, toutes les séries sont concordantes, 10% vont aller en hospitalisation et peuvent nécessiter des moyens de réanimation, une ventilation et parfois même une assistance cardiaque, une ECMO, qui peut être soit une ECMO véno-veineuse ou une ECMO véno-artérielle. Alors, les arythmies, on peut les avoir. Alors, il y a certains facteurs, et je reviens là-dessus, l'âge avancé, l'atteinte cardiovasculaire, l'insuffisance respiratoire, l'hypertension, le diabète, le passé d'accident vasculaire cérébral, la myocardite, ce sont des facteurs majeurs de pronostic et qui aggravent le pronostic. Et les myocardites, on les voit plutôt dans les formes relativement jeunes et qui vont entraîner de l'insuffisance cardiaque, de l'arythmie et des troponines. Et il y a eu des cas décrits de myocardite qui ont été confirmés par autopsie, par étude autopsique avec découverte du virus dans les lésions cardiaques. La suivante, alors, 4 éléments importants. Les sujets atteints de Covid et de maladies cardiovasculaires ont un risque augmenté de complications, j'insiste là-dessus, les hypertendus, les diabétiques, les malades cardiaques. Et une notion qu'il y a beaucoup d'équipes qui la soulignent, c'est l'obésité. Le sujet de la cinquantaine, hypertendu, diabétique, obèse, est à risque d'attraper le corona, est à risque d'avoir une atteinte grave. Le Covid est associé à de multiples complications cardiovasculaires, des lésions myocardiques aiguës, les myocardites, des arythmies cardiaques, des complications thromboemboliques veineuses. Il ne faut pas oublier que l'inflammation systémique est prothrombotique. Et donc, on a un surrisque de thrombose veineuse et d'embolie pulmonaire. Et bien sûr, les thérapeutes le savent, ils doivent mettre en exergue, bien sûr, une prophylaxie de thrombose veineuse fréquemment chez des personnes. Ils n'oublient pas ce risque. Les thérapies dont on parle peuvent avoir un effet secondaire cardiovasculaire et augmenter le risque de complications. Le cardiologue a un rôle très important dans l'étude de l'électrocardiogramme et détecter ce QT et bien entendu dire quels sont les patients qui peuvent avoir le protocole de la bithérapie hydrochlorosyle plus Itromax. On reviendra là-dessus. Et il y a une notion qui est importante. Le fait que nous allons avoir de plus en plus de malades coronavirus va entraîner toute une réorganisation de nos soins. Par exemple, à l'hôpital, je sais que plusieurs services se sont mobilisés. Alors, c'est un problème qui va retentir sur les cardiaques habituels que nous avons, c'est-à-dire sur l'infarctus du myocarde, sur les syndromes coronaires aigus, sur les embolies pulmonaires. Il ne faut pas oublier ces malades parce que nous allons avoir de plus en plus de retard diagnostique parce que ce sont des malades qui vont entrer
de plus en plus difficilement dans le circuit et parfois, dans certaines expériences, le délai d'aller en salle de cathé, de revasculariser des malades, peut demander plusieurs heures, voire parfois dépasser les délais de reperfusion. La suivante, alors regardez bien, ce sont deux séries extrêmement importantes, c'est les séries les plus importantes chinoises et italiennes sur l'âge et l'évolution du risque en fonction de l'âge. Et comme l'a si bien signalé le professeur Chakib, la mortalité va augmenter avec l'âge et vous savez qu'à partir de plus de 60 ans, ça va augmenter de façon exponentielle et par exemple, on peut aller jusqu'à une augmentation de plus de 20% quand on dépasse 80 ans et cette mortalité exponentielle est absolument va de pair comme on voit de rares cas anecdotiques chez les sujets jeunes. Voici un cas, par exemple, de myocardite au cours du coronavirus. C'est un cas italien, un homme de la cinquantaine qui arrive aux urgences avec une douleur thoracique. On fait l'électrocardiogramme, on trouve un sus-décalage segment ST en inférieur, D2, D3 et en AVF. On a des anténégatifs en V1 et en VR. On a une radio thoracique normale. Ce tableau peut a priori dire que le patient est peut-être en train de faire un infarctus du myocarde. On fait la choroquie normale et en fait, ce patient, quand on revoit son histoire, c'est un patient qui avait de la fièvre, qui a un syndrome inflammatoire et chez qui l'équipe a fait une IRM qui trouve donc un œdème interstitiel, une dysfonction ventriculaire gauche, un épanchement péricardique, donc le gadolinium est pris dans les séquences tardives et bien entendu, c'est un cas typique de myocardite virale. Alors, quand on voit le profil de ces patients qui vont développer des myocardites, typiquement, ce sont des patients au cours de leur hospitalisation qui vont baisser leur lymphocytes, qui vont diminuer leurs plaquettes, qui vont, notez une chose importante, qui vont diminuer leur potassium parce qu'il y a une forte stimulation du système rénine-angiotensine. Et là, les cardiologues doivent faire attention à la calémie qui peut baisser au cours de l'évolution des patients à mesure que le système rénine-angiotensine est altéré. Il y a un syndrome inflammatoire avec une augmentation de la protéine C, une augmentation des troponines et du NT-proBNP. Et voici un peu les éléments qui sont dans cette série qui est chinoise, qui montre quels sont les éléments qui sont associés à un mauvais risque. Alors, les patients qui ont un mauvais risque sont les patients qui vont avoir des troponines, des myocardites avec troponines définies par des troponines plus de 90% du percentile. Deuxièmement, qui vont avoir une détresse respiratoire, une atteinte rénale, des troubles électrolytiques, des coagulopathies, une CIVD, une augmentation des dimères. Voilà un peu le profil des patients qui sont les plus graves, qui vont aller nécessiter de plus en plus de moyens thérapeutiques, qui va aller de l'oxygénation vers le fait de les mettre en pression positive expiratoire, et puis par la suite, parfois certains malades vont être sous assistance circulatoire parallèlement au traitement dont on a parlé tout à l'heure. Et puis, on voit un peu le profil biologique dont on a parlé tout à l'heure, avec une augmentation importante des dimères, avec une augmentation, bien entendu, du protéine C réactive. On a aussi des éléments du CIVD qui vont s'associer, et ces éléments ont une valeur pronostique des patients. Alors, j'insiste sur le fait que les troponines, quand on a des troponines élevées, plus une atteinte cardiaque, ce sont les patients, malheureusement, qui vont décéder le plus. Si on a des troponines élevées sans passé cardiaque, ça reste un élément pronostique. Si on a des troponines basses et sans atteinte cardiaque, ce sont en général ceux qui ont le meilleur pronostic. Donc, troponines avec un passé cardiaque, ce sont malheureusement les patients à risque les plus élevés. Et notez une chose importante, les troponines et le NT-proBNP vont s'élever chez les cas les plus graves. Et en général, chez les patients qui vont avoir un pronostic réservé, ce sont les patients qui vont avoir des troponines et des NT-proBNP qui vont s'élever avec le temps. Par contre, ceux qui ont des troponines basses ou des NT-proBNP basses, ce sont des patients qui ont des risques les plus bas. Et puis, j'insiste là-dessus. Voilà. Alors, diapositive suivante. Alors, comme je l'ai dit, les patients qui sont à risque cardiovasculaire, les hypertendus, les diabétiques, restent à risque élevé. Alors, malheureusement, ils sont à risque élevé d'attraper le corona et le fait d'avoir du surpoids, d'obésité, du diabète, de l'hypertension va augmenter la mortalité de plus de 2,3%. Et donc ça,
toutes les études sont concordantes, à savoir que ce soit des cohortes régulièrement de 191, 138 ou même 1099 patients, on a toujours ce profil qui sort, des hypertendus dans 30% des cas, des diabétiques dans 20% des cas et des pathologies cardiovasculaires, des ischémiques dans 8% des cas. La suivante. Alors, comme je l'ai précisé tout à l'heure, ce mécanisme est complexe et inflammatoire essentiellement. Il est secondaire, comme je l'ai signalé tout à l'heure, à un véritable tsunami inflammatoire, un tsunami de cytokines. Et cela, la suivante, va entraîner, bien entendu, un ensemble de lésions qui sont médiées par une réponse exagérée de cellules T helper, avec une hypoxie et qui va induire un excès d'entrée excessif de calcium, ce qui va entraîner une apoptose cellulaire. La suivante. Alors, on arrive au système rénine-angiotensine-aldostérone et on a eu d'énormes questions. Alors, tout est parti d'une publication au Lancet, une publication suisse, qui dit que peut-être il y a une implication du système rénine-angiotensine et en particulier de l'angiotensine de l'enzyme de conversion 2 qui serait impliquée dans l'invasion du coronavirus dans les cellules. Et à ce moment-là, il faudrait arrêter les IEC et les ARA2 pour les patients cardiaques. Alors, c'est pour ça qu'il y a un vrai débat dans le milieu médical. Alors, je voudrais vous préciser un certain nombre de points extrêmement importants. Le système rénine-angiotensine, comme chacun le sait, est composé de l'enzyme de conversion avec laquelle on travaille habituellement. Cette enzyme de conversion va transformer l'angiotensine 1 en angiotensine 2, laquelle angiotensine 2, vous voyez le schéma? Vous voyez le schéma? Qui va se fixer sur l'angiotensine 2. Alors, cette angiotensine 2 va se fixer sur le récepteur AT1 et nous, on donne soit des IEC, soit des ARA2. Alors, le fait d'avoir une augmentation d'angiotensine 2 va entraîner de l'inflammation, du remontage vasculaire, de la vasoconstriction et de la perméabilité vasculaire. Or, le coronavirus ne va pas emprunter cette voie-là. Il va emprunter la voie d'une autre enzyme de conversion, qui est l'enzyme de conversion AC2. Il va, à travers cette enzyme de conversion, va entrer dans les cellules et se répliquer. Et comme il va toucher cette enzyme de conversion 2, qu'est-ce qui va arriver? L'enzyme de conversion 2 a un rôle justement de contrebalancer le système rénine-angiotensine. C'est-à-dire, quand le système rénine-angiotensine est excité ou stimulé, l'enzyme de conversion 2, qu'est-ce qu'il va le contrebalancer? Elle va être bénéfique, elle va entraîner une vasodilatation, elle va s'opposer au remodelage. Quand cette enzyme est prise par le virus, elle ne va plus fonctionner. Ce qui fait qu'on va avoir un déséquilibre au niveau de la balance et qui va aller plus vers une forte stimulation du système rénine-angiotensine-aldostérone. Et cette stimulation du système rénine-angiotensine, on va la trouver dans les inflammations, dans le syndrome inflammatoire systémique majeur. Alors maintenant, est-ce que les IEC ou les ARA2 peuvent entraîner une altération et favoriser l'hyperexpression de l'enzyme de conversion 2? En fait, non. En fait, la réponse est posée au niveau de la communauté scientifique. Alors, aujourd'hui, il y a même des essais qui disent que les IEC et les ARA2 peuvent être bénéfiques. Comment? Parce que le fait, par exemple, que l'osartan, par exemple, qui va se fixer sur l'angiotensine 2, va entraîner une augmentation de l'enzyme de conversion soluble et non pas tissulaire, et ça pourrait limiter les effets inflammatoires. Aujourd'hui, la communauté cardiologique et toutes les sociétés savantes disent la même chose. Nous n'avons pas de données médicales aujourd'hui randomisées sur est-ce que c'est dangereux ou pas. Donc aujourd'hui, quel est l'état des lieux? C'est que toutes les sociétés disent qu'il ne faut pas arrêter les IEC, qu'il ne faut pas arrêter les IEC, les ARA2 chez les malades qui sont stables, parce que le fait d'arrêter les IEC ou l'ARA2 chez un patient qui a une insuffisance cardiaque ou qui est en post-infarctus, ça peut déséquilibrer son état et précipiter son état vers l'insuffisance cardiaque. Alors ça, suivante, on a expliqué. La suivante, c'est que, comme je l'ai dit, et c'est ça, c'est un résumé de l'article qui vient de sortir dans le New England Journal of Medicine, c'est que l'enzyme de conversion 2, elle est
elle joue un rôle fonctionnel dans la multiplication, dans l'entrée du virus et sa multiplication dans les cellules. Alors, il y a des études précliniques qui suggèrent que l'inhibition du système rénine-angiotensine peut augmenter l'enzyme de conversion 2 et donc poser des problèmes sur la sécurité par rapport au Covid, mais nous n'avons pas jusqu'à aujourd'hui des données scientifiques claires sur le modèle humain. Et par conséquent, on a des essais sur la sécurité et sur l'efficacité du losartan qui peuvent entraîner, bien entendu, une augmentation de l'enzyme de conversion 2 et c'est une enzyme en faible quantité soluble pour s'opposer à la stimulation du système rénine-angiotensine. Et puis, il y a des essais du recombinant de l'enzyme conversion 2 qui peuvent être intéressants. Alors, aujourd'hui, toutes les sociétés scientifiques insistent là-dessus. Il ne faut pas arrêter les IEC. Il ne faut pas arrêter chez des malades qui sont stables. Par contre, quand les malades sont en réanimation, à ce moment-là, c'est une question de cas par cas. Et c'est au réanimateur, au médecin, au cardiologue, justement, de suivre, soit d'arrêter, soit de continuer le traitement. Voici la position de la société française. Chez les patients stables présentant des infections à Covid ou à risque d'infection à Covid, le traitement par les IEC, médicaments dont le nom générique se termine par prime, et les ARA2 dont médicaments dont le générique se termine par Zartan, doivent être exécutés conformément aux recommandations des lignes directrices. Les données actuellement disponibles sur les infections Covid ne sont pas à faveur d'une utilisation différente des IEC par rapport aux Zartans. Néanmoins, chez les patients atteints de Covid-19, présentant des symptômes sévères ou un syndrome infectieux sévère, les antiviraux et autres antihypertenseurs doivent être utilisés ou arrêtés au cas par cas en tenant compte des directives actuelles. Alors, si je peux donner un avis personnel, par exemple, chez des patients qui sont en insuffisance cardiaque, je ne change pas de traitement. En post-infarctus, dysfonction VG, IEC arrêté, je maintiens le traitement. Des hypertendus sévères avec une trithérapie, je ne change pas le traitement. Et si quelqu'un est en monothérapie qui est facile, on peut changer peut-être en inhibiteur calcique ou autre, mais bon, ça reste juste pour sécuriser, bien entendu, les patients. La suivante, toutes les sociétés, que ce soit américaines, européennes, recommandent de ne pas stopper le traitement chez les patients, bien entendu, qui sont suivis, qui sont équilibrés. La suivante, alors ça c'est un autre point dont on parle un peu dans la littérature, c'est que les patients qui ont eu une greffe cardiaque sont à risque plus élevé et par conséquent, il faut les manager avec beaucoup d'attention. Et puis, parfois, ces coronavirus peuvent entraîner de véritables myocardites qui peuvent entraîner malheureusement de véritables défaillances cardiaques chez les porteurs. Deuxième point, une piste de littérature, c'est que les patients qui sont infectés ou qui ont des anticorps du Covid ne seraient pas de bons donneurs de transplantation par la suite. C'est un point qui est à part. Alors, les traitements sont en cours actuellement et donc on a parlé un petit peu des antiviraux, des corticoïdes, du remdesivir, de l'hydrochloroquine, des combinaisons protéases inhibiteurs, lopinavir et ritonavir. Bon, on va aller directement à ce qui intéresse bien entendu le cardiologue. Alors, ce qui intéresse le cardiologue, on parle de plus en plus souvent avec le professeur Raoult du fameux protocole hydrochloroquine plus citromax, on sait que les deux augmentent le QT. Alors, il faudrait toujours regarder ce QT et se référer au cardiologue rythmologue, au cardiologue donc, qui a l'habitude de voir les ECG et interpréter les QT. Alors, il faut bien sûr se référer par rapport à une table. Quel est le risque des patients de développer un QT long et de développer ce risque de torsade de pointe? Alors, quand on a des patients, alors c'est un score de Tisdale que je vous invite à télécharger, à utiliser. Alors, il y a plusieurs points et chaque point a un nombre de points qui seront conséquents. L'âge, plus de 60 ans, c'est un point. Les femmes, un point. Les diurétiques, un point. La calémie, moins de 3,5, 2 points. Le QT, plus de 450 millisecondes, 2 points. L'infarctus du myocarde, 2 points. Plus de 2 médicaments qui prolongent le QT, 2 points. Sepsis, 3 points. L'essence cardiaque, 3 points. Donc, il y a un maximum de risque de 21. Alors, on estime que quelqu'un qui a un risque, qui a moins de 6 points, est à risque bas. Quelqu'un qui a entre 7 et 10, un risque modéré. Et quelqu'un qui a un risque élevé, c'est quelqu'un qui a un risque, qui a un score de plus de 11.
il faudrait absolument en tenir compte. La suivante, alors comment les gens travaillent en pratique, et je vous donne un peu quelques recommandations pratiques en accord avec l'équipe de Marseille. Alors, autorisation de prescription, c'est le QT corrigé est inférieur à 460 millisecondes. Discussion au cas par cas du bénéfice-risque en cas de QT corrigé entre 460 et 500 millisecondes. Contre-indication en cas de QT corrigé supérieur ou égal à 500 millisecondes. Une liste des médicaments pouvant allonger le QT doit être fournie au prescripteur. Vous devez l'avoir devant vous. Contrôler la calémie. Et bien sûr, ce qu'on a convenu avec le professeur Aïcha Aoued, président de la Société marocaine de cardiologie, c'est de centraliser, bien sûr, les électrocardiogrammes, c'est de le donner à la lecture par 3-4 experts nationaux et bien entendu d'avoir une plateforme de communication qui va être bénéfique, que ce soit pour le cardiologue et bien sûr pour le patient. Alors, éviter ou arrêter tout médicament qui allonge le QT, il faut faire attention aux médicaments, bien sûr, pas d'automédication, évaluer l'électrocardium de base, la fonction rénale, hépatique, la calémie, le magnésium sérique, demander l'avis d'un cardiologue et bien sûr évaluer l'allongement de QT en utilisant le score de risque de Tisdale. Établir les contre-indications à l'association suivante, l'hydrochloroquine, thiazithromycine, attention au syndrome de QT en congénital, attention aux patients hospitalisés qui ont un QT qui est supérieur à 500 millisecondes ou un QT entre 530 et 550 millisecondes si le QRS est supérieur à 120 millisecondes, le score de Tisdale supérieur à 11 et bien sûr l'impossibilité de surveiller le CG. Tout ça, c'est des contre-indications à l'utilisation de l'hydrochloroquine et Zithromax. Donc, c'est un message extrêmement important. Cette association doit être faite par des médecins avérés en la présence du cardiologue, de l'expert cardiologue et bien sûr toujours un travail d'équipe, un travail de communication. Surveiller et optimiser le potassium et le magnésium sérique. Attention aux diurétiques qui vont laisser passer le potassium. Surveiller l'électrocardiogramme et surveiller régulièrement le QT. Arrêter le traitement en cas de tachycardie polymorphe ou de syncope et réduire les doses de traitement pour les patients qui allongent le QT après initiation de 30 à 60 millisecondes. Voici un diagramme qui m'a été confié par le professeur Moustafir et bien entendu, c'est une proposition nationale pour avoir un plan de travail et un suivi des patients qui vont être sous hydrochloroquine et Zithromax. Donc, on a AG0, une vérification de la calémie, un ECG initial avant la prise et le calcul du QT, un ECG à H4, et puis un ECG au deuxième jour et un ECG à la sortie. Et quand le QT est supérieur à 480 millisecondes, bien sûr, demander l'avis spécialiste. Alors, la suivante, j'arrive à une de mes dernières diapositives. Voici un peu les recommandations des sociétés savantes. Donc, le Collège américain de cardiologie demande à établir un protocole spécifique pour les patients qui ont un COVID. Par exemple, une salle de cathé, il faut qu'il y ait une porte d'entrée, une porte de sortie des patients. Il faudrait que l'équipe médicale soit dédiée uniquement au COVID. Il faut bien sûr entraîner cette équipe avec des moyens, bien sûr, de protection et un protocole aussi pour les patients qui arrivent avec des infarctus du myocarde. Et bien sûr, n'oubliez pas qu'il y a un surrisque de thrombose par rapport à la mise en place de stents et chez les coronariens en général. Pour la société européenne, les patients avec de l'hypertension qui reçoivent un IEC ou AA2 on ne doit pas arrêter leur traitement. Alors, c'est du cas par cas chez les patients qui sont hospitalisés, qui sont en réanimation. Les Canadiens, la même chose. Les patients qui sont hypertendus doivent continuer leur traitement et on doit continuer les IEC, les ARA2, les ARNI pour l'insuffisance cardiaque. On doit continuer le traitement. Alors, la suivante, ça c'est ma dernière diapositive que j'emprunte au professeur Girer, c'est que les cardiologues et coronavirus, attention, c'est un message à mes amis cardiologues, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles, prenez soin de votre entourage, protégez-vous contre les infections. Sachez que le tiers de la population infectée des médecins sont des médecins, par exemple, libéraux. Sachez que
50% des patients infectés ont moins de 60 ans. Or, l'âge moyen des cardiologues est en moyenne de 55 ans. Un grand nombre de cardiologues a du surpoids, a de l'hypertension, a du diabète. Et par conséquent, les médecins eux-mêmes sont à risque et il faut faire attention, protéger les autres de vous. Donc, je reprends ce qu'a dit le premier chinois, comportez-vous comme si vous êtes porteur du coronavirus et les autres comme ils sont porteurs. Votre famille est importante, ne négligez aucun détail par rapport à vous et par rapport à votre famille. N'oubliez pas les fondamentaux, notre métier essentiel, c'est de traiter les patients, les coronariens, les insuffisants cardiaques, les hypertendus, les valvulaires, ne les oubliez pas. L'American College donc encourage les e-traitements, les e-conférences. Soyez en contact avec vos patients par le WhatsApp, par les messages et par même vidéoconférence. Tenez-vous bien informés, ça change très rapidement. Vous voyez que chaque jour, il y a des choses qui arrivent. N'oubliez pas de vous occuper aussi de votre santé psychologique parce que c'est une période où on peut déprimer, où on peut se poser énormément de questions. Lisez, méditez, faites un peu d'exercice physique. Il faudrait vous entraider, il faudrait que ça soit l'occasion pour qu'on soit toujours comme ça, comme une famille, un pour tous et tous pour un, et puis avoir une attitude positive et maintenir cette attitude positive d'encouragement et d'encouragement mutuel, ce qui va nous permettre tous de passer cette épidémie et de réussir tous ensemble. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup au professeur Ahmed Bennis pour cette belle présentation comme d'habitude. Alors voilà, donc je vous rapporte que on est actuellement 1966 personnes à être connectées à cette conférence. Il y a eu des problèmes de synchronisation avec les diapositives du professeur Ahmed Bennis. Nous nous excusons pour ce petit contretemps. Et puis voilà, donc on a eu énormément de questions. Si les orateurs le permettent, on va essayer de faire des questions courtes et des réponses courtes, s'il vous plaît. Donc, voilà, les questions vont être posées et voilà, l'orateur qui est intéressé, bien sûr, par la question, il pourra y répondre. Première question, l'efficacité de l'hydroxychloroquine et la phase de la maladie. Est-ce qu'elle est efficace seulement dans les phases, chez les patients asymptomatiques ou chez les patients qui sont peu symptomatiques, ou elle est aussi efficace chez les patients qui sont dans les formes sévères? Elle est efficace quand elle est prise au début. Je suis tout à fait d'accord avec Shakib, si je me permets. C'est-à-dire que même le professeur Raoul lui-même, il dit que c'est pour les phases 1 et 2. C'est-à-dire il faudrait absolument diminuer la charge virale, la charge inflammatoire pour justement éviter tout ce qui va arriver par la suite. Alors, dans le même ordre d'idée, les nouveaux anti-inflammatoires, les anti-interleukines, les interférents et tout ça, est-ce qu'ils ont actuellement eu place dans le traitement de cette maladie dans les formes graves? Professeur Shakib. Alors, le seul interférent qui a été essayé, c'est l'interférent bêta. Les autres, je n'ai pas de données. Mais en fait, voilà. Alors, question, l'hydroxychloroquine en traitement préventif pour les personnels soignants, est-ce que ça doit être systématique ou pas? Non, ce n'est pas systématique. Il y a un travail indien ou un protocole indien qui actuellement qui circule. Et dans le protocole indien, il est dit que c'est fait pour les personnes qui sont à risque. Ça veut dire que les personnes qui étaient en contact avec un malade. Et pas pour tout le monde. Merci beaucoup. Si je peux intervenir sur ça. Alors, on a fait un petit papier avec un ami ophtalmo, le docteur Tahiri de France, on a essayé de revoir un peu des expériences. Alors, aujourd'hui, on a une expérience belge à Liège, on a une expérience indienne.
c'est-à-dire qu'on se dit que finalement, l'hydrochloroquine, comme on va se mettre dans la position de quelqu'un qui va voyager dans un pays à risque, par exemple, de paludisme, par exemple au Kenya, par exemple, et on va donner le même protocole, c'est une proposition, surtout chez les médecins à risque, ou chez les médecins ou les infirmiers ou le personnel médical à risque, qui est exposé. Et donc, ça serait à ce moment-là, on a juste suivi une proposition, à ce moment-là, c'est à l'équipe qui s'occupe du Covid sur le plan national de proposer un protocole et un protocole de suivi. Mais ça me paraît une piste intéressante parce que, a priori, c'est ce qu'on dit, dans les pays où les gens ont l'habitude de prendre de la chloroquine, il y aurait moins de cas de Covid. Peut-être, c'est une piste à creuser. Merci, alors, mon ami. Faites très attention à l'AMM, parce qu'on n'a pas d'AMM dans ce cas particulier, et on n'a pas non plus d'ATU. On n'a qu'une recommandation d'utilisation de l'hydroxychloroquine et la chloroquine chez les malades qui sont positifs. C'est important, parce que si jamais il y a une complication, un effet secondaire majeur, et si on arrive au médico-légal, bon, on va avoir des problèmes. Une question pour le professeur Chakib. Les patients qui sont suivis pour maladie de système, notamment un lupus, et qui sont sous chloroquine, est-ce qu'ils sont plus protégés que la population générale? Alors, je ne dirais pas qu'ils sont plus protégés parce que comme ils sont déjà immunodéprimés par la maladie, bien sûr, ça dépend quelle maladie de système, mais on sait que le lupus est dans une immunodépression. Donc, à mon avis, il ne doit pas jouer comme ça. Il ne doit pas dire « oui, moi je suis protégé, je peux sortir sans précaution ». Non. Ce qui protège les gens, c'est rester confiné à la maison, rester à la maison et prendre des précautions quand on sort obligatoirement pour faire des courses ou pour aller travailler quand on ne peut pas faire le télétravail. Mais le fait de prendre de la chloroquine ou de l'hydroxychloroquine, mais essentiellement c'est l'hydroxychloroquine qui est utilisée dans le lupus, ne va pas, à mon avis, les protéger plus que d'autres personnes s'ils sont infectés avec une forte dose de virus. Alors, une question qui est revenue très souvent, c'est les IEC, les ARA2 et l'aggravation de cette maladie virale. Je me permets de répondre à cette question. Je pense que c'est Ahmed, il va être d'accord avec moi. Tout le monde est d'accord qu'il ne faut pas arrêter ces médicaments-là. Il ne faut pas les arrêter. Il n'y a aucune preuve scientifique actuellement qui montre qu'il y a une aggravation sous ces médicaments. Les sociétés savantes, qu'elles soient américaines, européennes ou suisses, par exemple, continuent à autoriser ce genre de médicaments et il ne faut pas, bien entendu, les arrêter. Le virus peut-il rester actif en l'air? Est-ce qu'il y a une possible contamination par l'air, si Chakib? Non. Sauf quand on est à moins d'1 mètre d'une personne qui est infectée, qui est en train de tousser ou qui est en train d'éternuer. Mais si on passe dans un couloir, par exemple, on se dit, voilà, le malade il est passé par un couloir et puis 2, 3, 4 minutes, 15 minutes, il y a une personne qui passe par le même couloir, en général, on n'a jamais décrit de contamination comme ça. Alors, comment désinfecter les surfaces? Pas les mains et les surfaces, chez nous, au cabinet. Tout ce qui peut être désinfecté par l'eau de Javel, je l'ai dit dans ma communication, c'est l'idéal, l'hypochlorite de sodium ou l'éthanol pour certaines surfaces ou pour certains outils. Et ce qui n'est pas abîmé soit par l'hypochlorite de sodium ou l'éthanol, il doit se désinfecter avec du glutéraldéhyde à 2%. Merci. Alors, le dépistage à grande échelle, quel est ton point de vue là-dessus? Est-ce qu'il faut dépister tout le monde, par exemple les Allemands, ou est-ce qu'il faut être raisonnable et dépister les patients qui sont à risque? Si on avait les moyens, oui, je serais d'accord pour un dépistage de masse, dépister tout le monde. Mais c'est une question de capacité du pays pour les tests, tout simplement. Est-ce que tu as une idée sur le moment où il y aura le pic de l'épidémie au Maroc? Non, aucune idée. Est-ce qu'on peut prédire ça? On voit actuellement que la courbe elle est en train de baisser, la courbe des cas qui sont déclarés, les nouveaux cas. Est-ce que tu penses qu'on est sur la bonne voie? Est-ce qu'on peut espérer un pic de l'épidémie déjà derrière nous, ou est-ce qu'il faut continuer à faire attention?
Alors, je ne crois pas que le pic d'épidémie est derrière nous. On peut espérer, au vu des résultats de nombre de cas d'hier et d'avant-hier, qu'on va rester dans cette marge et par conséquent un aplatissement de la courbe, ce qui serait une très très bonne chose pour le Maroc, mais à condition que les gens restent chez eux confinés, qu'on garde le maximum de confinement et qu'on garde le maximum de précautions pour qu'on n'ait pas de nouvelles contaminations. Alors, pour Ahmed, l'ECG pré-chloroquine est-il vraiment indispensable chez tous les patients? Exactement. Moi, il faut le faire parce qu'à ce moment-là, bien entendu, ça va nous guider, comme je l'ai dit tout à l'heure, autoriser la prescription si on a un QT corrigé inférieur à 460 millisecond. Ça, c'est important. Ça nous permettra de discuter du cas par cas du rapport bénéfice-risque en cas de QT corrigé entre 460 et 500 millisecondes. Ça nous permettra aussi de récuser les patients à risque, c'est-à-dire ceux qui sont contre-indiqués, qui ont un QT plus de 500 millisecondes. Alors, quand on a des patients qui ont un QT de plus de 500 millisecondes ou qui ont un QT entre 530 et 550 sur un QRS large, 120 millisecondes, ça peut être dangereux. Et aussi dépister les rares cas de syndrome de QT congénital. Non, c'est extrêmement important. Et je pense que c'est un petit peu maintenant rentré dans les habitudes des médecins marocains qui s'occupent de ces cas Covid positifs. Je travaille avec un centre qui s'occupe un petit peu de ces malades et ils m'envoient régulièrement des ECG. Et donc, je pense que ça commence à être dans les habitudes et ça se fait de façon assez automatique maintenant. Hein. Donc, on ne traite pas avant de faire un électrocardiogramme. Tous les malades qui sont traités au Maroc par l'hydroxychloroquine et la chloroquine sont traités après avoir bénéficié d'un ECG et bien sûr, et au moment de l'hospitalisation, au moment on va les ECG sont contrôlés. Alors moi, je voulais poser une question. J'espère qu'on ne va pas arriver là, mais si on arrive à une saturation des lits d'hôpitaux et on est obligé de prendre en charge des malades qui sont hospitalisés chez eux, est-ce que des malades qui ont éventuellement des ECG chez eux parce qu'ils sont suivis chez les cardiologues, ils peuvent, par exemple, envoyer un ECG à leur cardiologue et leur demander est-ce que j'ai un QT lent ou pas lent? Est-ce que ça se fait et quel est ton point de vue? Enfin, quel est votre point de vue parce que vous êtes deux cardiologues. Moi, je pense que c'est tout à fait faisable. Hein, c'est tout à fait faisable. Parce qu'un patient Covid positif, on a besoin d'un bon interrogatoire, d'un bon examen clinique, d'un électrocardiogramme. On peut le voir par télétravail et puis on peut mesurer correctement le QT par la formule de Bazet et puis dire au médecin traitant est-ce qu'il y a une anomalie du QT ou s'il n'y a pas d'anomalie du QT. Et bien entendu, 2 jours, ce qui est recommandé, c'est 2 jours après le début du traitement, on refait un autre ECG et bien c'est comme ça un petit peu qu'on surveille ces patients. Ahmed, si tu permets, Saïd, j'ai mon ami le docteur Hicham Sralli de Harvard, des États-Unis, qui nous suit. Et donc, aux États-Unis, tous les examens non urgents sont reportés. Donc, les examens, seuls donc les examens aux États-Unis, nous conseillons de reporter tous les cas non urgents. Seuls les examens qui pourraient changer d'une manière immédiate la conduite à tenir peuvent être considérés. Voilà, c'était un message extrêmement important, c'est-à-dire seules les choses importantes à faire. Voilà. D'ailleurs, on a eu une question de l'audience comme ça. L'échocardiographie et durant cette période de pandémie et d'épidémie, tu la fais systématiquement, tu la réserves aux patients qui sont vraiment nécessiteux. Est-ce que c'est un geste, est-ce que c'est un acte qui est contaminant à risque? L'échographie cardiaque. Oui. C'est ça. Oui, oui. Moi, je suis tout à fait d'accord avec mon ami Hicham Sralli. Et donc, tous les examens, les explorations cardiovasculaires doivent être reportés. Tout ce qui n'est pas urgent doit être reporté. Ne faire dans cette période de pandémie mondiale que ce qui est nécessaire pour le patient, qui est Covid. Le reste, ça n'a pas d'importance. Et l'ensemble des explorations que nous faisons pour les malades ailleurs, c'est-à-dire tout ce qui est écho, épreuve d'effort, tout ça, exploration IRM, tout ça doit être reporté parce que nous sommes aujourd'hui c'est une autre réflexion.
c'est une réflexion Une en autre termes de question, guerre. excuse-moi de t'interrompre parce on a beaucoup de questions. On aimerait bien répondre à une majorité. L'atteinte cardiaque, est-ce qu'elle prédispose à une mortalité plus grande que lorsqu'elle n'existe pas? Juste pour revenir à l'échographie, vous savez que l'échographie est un examen à risque parce qu'il vous expose à la proximité des patients. C'est-à-dire, pratiquement, il est à moins de quelques centimètres de votre visage quand vous faites l'échographie. Si vous la faites à gauche ou à droite, il y a toujours un risque par rapport, bien entendu, aux patients. Ça, c'est une chose extrêmement importante. Donc, pour l'atteinte cardiaque, bien entendu, alors vous savez que le syndrome de détresse respiratoire va multiplier la mortalité de 7 fois. Et le fait d'avoir une atteinte cardiaque, en particulier une myocardite, ça va augmenter la mortalité de façon exponentielle de 3 à 4 fois la mortalité exponentielle. La myocardite, les arythmies, les troponines élevées, les NT-proBNP et surtout la cinétique des troponines et du NT-proBNP sont des éléments à risque. Et la myocardite, au même titre de tous les éléments que j'ai cités tout à l'heure, je les reprends, les complications pulmonaires, les atteintes rénales, les troubles hydroélectrolytiques, les coagulopathies, CIVD, tous ces éléments sont à risque majeur de cardiovasculaire et de mortalité. L'atteinte myocardique, est-ce qu'on va la traiter de façon symptomatique seulement quand il y a des symptômes d'insuffisance cardiaque ou est-ce qu'on peut proposer des corticoïdes, des immunosuppresseurs ou de l'immunoglobuline? Alors d'abord, il faut contrôler la tension artérielle. Si la tension est à moins de 100 mm de mercure, on peut utiliser de la dobutamine. Il faut bien oxygéner les patients. On peut les oxygéner à haut débit. Si les malades commencent à faire de la défense respiratoire, à ce moment-là, on va les intuber. Alors, du traitement spécifique, c'est-à-dire que si la tension le permet, les grands classiques, les IEC, les bêta-bloquants, les anti-aldostéroniens, et puis bien entendu, aujourd'hui, il y a des équipes qui utilisent les corticoïdes, bien entendu, et on peut aussi utiliser de l'hydrochloroxine, de la Zithromax. On peut utiliser aussi des antiviraux comme le Remdesivir ou l'Opinavir. On peut utiliser ces protocoles. Mais à ce moment-là, chaque équipe a son protocole thérapeutique qui sera défini selon les dispositions, selon on dispose. C'est Abdel. Pourquoi et quand est-ce qu'on doit douter d'un test PCR négatif? Alors, premièrement, quand on a un malade qui nous dit qu'il était en contact avec un cas qui est positif et qui a une symptomatologie qui est évocatrice. Deuxièmement, quand on a un malade chez qui on a découvert un aspect typique à la TDM thoracique. Et là, il y a même certains praticiens maintenant qui disent quand on a un scanner qui est typique, il faut commencer le traitement. Voilà. Il faut commencer le traitement. OK. Alors, pourquoi il faut douter? Parce que le prélèvement n'est pas bien fait, parce qu'il n'est pas acheminé à temps. Alors, pour deux raisons. Premièrement, parce que la technique elle-même ne va pas jusqu'à 100%. Même quand on fait un lavage broncho-alvéolaire, ça veut dire on va au niveau du poumon, mais à l'intérieur du poumon. Donc, on va récupérer des cellules, etc. On va récupérer des virus et tout. La technique ne va pas jusqu'à 100%, premièrement. Et deuxièmement, parce que quand on fait un prélèvement classique, ça veut dire par le nez, on va jusqu'au niveau de la gorge, l'arrière de la gorge. Donc, on va monter jusqu'à 60-65%, pas plus. Donc, on va se retrouver avec 30 à 35% des faux négatifs. Très brièvement, quelle est la fiabilité des tests minutes dont on parle un petit peu? Alors, les tests minutes, il faut distinguer deux tests. Les tests antigéniques, s'il y a des tests antigéniques, chose qu'on n'a pas au Maroc, qui n'existe pas même dans beaucoup de pays, même dans beaucoup de pays européens, des tests antigéniques, oui, je prends. Ça peut remplacer la PCR. Quoique la PCR, jusqu'à maintenant, reste l'examen de référence. Les tests anticorps IgM ne servent pas à grand-chose pour le diagnostic précoce de la maladie. Alors, dans le même ordre d'idée, les patients à risque, est-ce qu'on continue à leur prescrire
des vaccins antigrippaux et antipneumocoques dans cette situation de crise? Alors ça, c'est une question qui est compliquée parce que si on prescrit Les questions des compliquées, antipneumocoques, non, mais attends, si on prescrit ça, ça veut dire qu'on doit demander aux malades de sortir, d'aller dans un milieu médicalisé. Ça veut dire qu'il y a un risque qu'il soit en contact avec une personne qui éventuellement peut le contaminer. Parce qu'on sait que, par exemple, pour les vaccins antipneumococciques, sont utilisés essentiellement chez les malades qui sont à risque aux infections pneumococciques, c'est-à-dire immunodéprimés ou ayant des maladies qui les prédisposent, comme les maladies chroniques pulmonaires, cardiovasculaires, etc. Alors, deuxième chose, on n'a pas l'impression, dans le coronavirus, contrairement à la grippe, qu'on a plus de surinfection à pneumocoque. Ça, c'est une constatation qui a été faite par les Chinois, donc on n'a pas l'impression. Donc là, c'est ce qu'on disait, bien sûr, je te rappelle ce qu'on disait dans le congrès de l'AMCAR il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, quand je vous ai expliqué que les pneumonies virales, ça donne des problèmes cardiovasculaires, ça tue les gens. Maintenant, on a la démonstration avec le coronavirus. Donc, il faut laisser passer cet orage, cette épidémie, et dire aux gens, dorénavant, vaccinez-vous à temps pour la grippe et vaccinez-vous contre le pneumocoque. Merci beaucoup. J'ai vu un patient, ça c'est un cardiologue qui le rapporte, j'ai vu un patient coronarien stenté porteur d'un pacemaker. Il était en insuffisance cardiaque, qu'il refuse l'hospitalisation. J'apprends aujourd'hui qu'il était hospitalisé à Moulay Youssef pour détresse respiratoire. Que dois-je faire, moi qui est médecin? Est-ce que je dois aller me faire tester? Est-ce que je dois rester chez moi et ne pas sortir pendant 14 jours? Ou bien est-ce que je dois prendre l'hydroxychloroquine? Ou à qui s'adresser? Voilà, il doit faire, premièrement, commencer par le confinement. Se tester aujourd'hui, ça ne sert à rien parce que de toute façon, il va être négatif, mais parce qu'il a une phase d'incubation, va être négatif, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas se positiver après. Prendre de la chloroquine, c'est un risque. Maintenant, s'il me dit qu'il était en contact étroit, moins d'1 mètre avec un malade, les Indiens recommandent la prise de la chloroquine avec un protocole particulier. Je m'explique. La prise de la chloroquine pour un personnel de santé qui était en contact avec un malade, en contact étroit avec un malade qui a été testé positif, se prend de la façon suivante. Premier jour, 400 mg le matin, 400 mg l'après-midi. Deuxième jour jusqu'au 5e jour, 200 mg le matin, 200 mg le soir. Ça veut dire en fait 2 comprimés le matin, 2 comprimés le soir le premier jour, G2, G3, G4, G5, 1 comprimé le matin, 1 comprimé le soir. Deuxième chose très très importante, même si on est cardiologue, on a le droit de faire un QT allongé. Donc avant de prendre l'hydroxychloroquine, il faut bien sûr faire un ECG et faire un immunogramme pour vérifier sa calémie et bien sûr être en contact avec un médecin qui connaît les effets secondaires de médicaments pour éventuellement, si ce cardiologue développe des effets secondaires, il faut qu'on les arrête. Je ne parle pas des effets cardiovasculaires. Est-ce que tu as souscrit, si Shakib, du Zitromax chez ce patient, chez ce médecin? Non, non, il n'y a aucun protocole qui met Zitromax en prévention. En prévention, ok. Voilà. Mais je suis bien sûr tout à fait d'accord sur le CG, bien sûr. Il faut une surveillance électrique et d'ionogramme sanguin obligatoire. Voilà. Et bien sûr, juste une remarque, parce que s'il est cardiaque, il doit se considérer comme, s'il est cardiologue, il doit se considérer d'abord comme un patient. Et donc, il doit donner la main à un médecin qui va le suivre. Parce que le plus souvent, les médecins font de l'automédication. Et ça peut être parfois… Vas-y, Saïd. Oui, Saïd, tu voulais poser… Alors, une question pour toi, Ahmed. Oui. Les patients en fibrillation atriale et stabilisés. Oui. Oui. Les patients en fibrillation atriale et qui sont bien stabilisés. Oui. Est-ce que on peut leur donner de l'hydroxychloroquine ou pas? Est-ce qu'il y a un risque d'aggravation de leur trouble de rythme? Ça, c'est une question qui survient parce que tu sais qu'il y a dans l'audience des cardios
et il y a des médecins généralistes, il y a aussi Oui. des médecins de toute spécialité, mais il y a aussi des personnes En de tout genre. principe, il n'y a pas d'impact si on est sous AVK Ahmed, ou est-ce que sous tu NACO. m'entends? Oui, alors, il n'y a pas d'impact, que ce Denis, soit est-ce que sous tu AVK m'entends? ou sous. Je vous entends. Il n'y a pas d'impact si si le patient est sous AVK ou NACO. Il n'y a aucun impact, il n'y a aucun problème. Et en principe, les anticoagulants, que ce soit les AVK, NACO, n'ont pas d'impact sur le QT. Donc, en principe, il faudrait suivre le Alors, protocole qu'on a dit, dont on a parlé tout à l'heure. OK? ok, merci beaucoup. Est-ce que toi qui connais un petit peu la majorité des études, est-ce qu'on a les résultats préliminaires de l'étude Discovery, l'étude européenne? Pas encore, pas encore. Alors, il y a deux études qu'on Allô? attend. On attend Est-ce que tu Discovery. m'entends? Oui, je t'écoute. On attend l'étude Discovery et on attend un autre protocole Solidarité. Ce sont les deux grandes études. Allô? Oui, je t'écoute. Allô? Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas encore les études, les études Discovery et Solidarité. Alors, si Discovery, c'est un protocole européen et Allô, oui? Solidarité, c'est un protocole qui va inclure tous les patients qui ont du Covid avec les différents protocoles, que ce soit l'hydrochloroquine, que ce soit le protocole avec le remdesivir, avec l'opinavir ou avec l'interleukine. Donc, on attend encore. Il se peut que la semaine prochaine, en début de semaine prochaine, on va avoir des résultats préliminaires par rapport à la charge virale et par rapport au PCR, par rapport aux éléments inflammatoires du début. Alors, il faut faire très attention parce Merci, que, oui, merci alors, Ahmed. c'est venu, Alors, doit-on faire… Professeur Shraibi, est-ce que je peux commenter l'étude Discovery? Tu m'entends? Oui, moi je t'entends. Très bien. Alors, pour les gens qui sont intéressés par l'étude Discovery, il faut qu'ils rentrent dans trial.gov. C'est un site américain où il y a toutes les études qui sont en cours, les essais cliniques. Ils vont être étonnés quand ils vont lire le protocole de l'étude Discovery. Ils vont se rendre compte que finalement, c'est une étude qui est faite essentiellement pour les malades qui sont graves. Parce qu'on discute de PO2, etc., moins de 90, on discute des malades qui sont en difficulté respiratoire, on discute des malades en réanimation. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce que de toute façon, ils ont ajouté un bras hydroxychloroquine. L'hydroxychloroquine, il ne va rien donner, hein, parce que l'hydroxychloroquine, il est intéressante au début de la maladie, pas chez les malades en réanimation. Et puis, il y a une étude très intéressante qui vient d'être entamée aussi, vous pouvez trouver sur trial.gov, pardon. C'est justement l'utilisation de l'hydroxychloroquine dans la prévention de la maladie. Et ça, c'est intéressant. Ça, cette étude, moi, je l'attends avec impatience, le résultat de cette étude, mais elle est au début. Voilà. Je voudrais juste intervenir, si vous m'écoutez. Est-ce que je peux faire une petite remarque, Saïd? Oui. Oui, bien sûr. Alors, justement, c'est un message, si Abdel est d'accord avec moi et Saïd Smithio, c'est qu'il faut faire attention à l'utilisation sauvage de l'hydroxychloroquine. C'est-à-dire, il n'y a pas de place à l'automédication. Il faut absolument que ce soit encadré par une équipe médicale avec un suivi par un cardiologue et un suivi par l'électrocardiogramme. Voilà, pas de automédication, pas de prescription sauvage. Ça, c'est un message extrêmement important que je voulais passer. Très important, merci. Merci. Merci Ahmed. Alors, puisque tu as… alors, c'est une question qui revient souvent. Le BCG, est-ce qu'il est protecteur? Alors, moi, j'ai vu un papier qui parle de ça, mais en fait, ce n'est pas une étude qui a été faite. Il faut comprendre qu'est-ce que c'est cette histoire de BCG. Est-ce que tu m'entends, Abdel? Oui, je t'attends tout à fait. Je t'attends. Moi, il n'y a pas de souci. Est-ce que toi, tu m'entends?
OK? Alors, le BCG, donc on a montré aux gens que les gens qui ont fait le BCG n'ont pas fait beaucoup de Covid. Maintenant, de là à dire que le BCG va protéger les gens, il faut quand même faire des études. Je crois pas que je peux pas répondre à cette question aujourd'hui. Je crois pas que c'est. Alors maintenant, il y a aussi certaines personnes qui ont expliqué le fait que les enfants ne font pas beaucoup de maladies, ils sont porteurs asymptomatiques par leur vaccination. Et là aussi, on attend aussi qu'il y ait des études pour confirmer cela. Merci beaucoup. Alors, il y a une question sur la thromboprophylaxie en cas de Covid-19. Je me permets de répondre. Je pense, c'est essentiellement les cas qui sont hospitalisés, les cas graves qui sont en milieu de réanimation, qui doivent nécessiter des HBPM, bien entendu. Hein. Les cas qui sont peu sévères ou modérés, ce ne sont pas des indications à une thromboprophylaxie. Moi, je mettrais même les peu sévères quand ils sont, parce que là, il faut voir s'ils n'ont pas, pas de facteurs de risque, par exemple les femmes, etc. De risque, voilà, donc voilà. En tout cas, ne pas oublier cela. Quand on est face à quelqu'un qui a un Covid, se dire que c'est une personne à haut risque thrombembolique. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est un réflexe qu'il faudrait avoir. Ouais. Alors, est-ce que, bon, il y a certainement des gens en dehors de la cardiologie qui sont avec nous. Précaution pour les dentistes. Très brièvement, en dehors de ce que tu as dit, est-ce qu'il y a des choses spécifiques pour les dentistes? Ben, je crois qu'ils doivent faire que les gestes urgents. Sinon, le reste, ils doivent fermer leur cabinet. Ils ne doivent pas faire le très. C'est ce que je suis tout à fait d'accord avec professeur Menis, qui a été dit tout à l'heure par rapport à notre ami qui a affaire. Donc, il faut tout ce qui n'est pas urgent, il faut le reprogrammer. Il faut faire que vraiment les vraies urgences. C'est important. Et le dentiste, il est à grand risque. Donc là, il ne faut pas qu'il s'amuse avec le Covid. Ouais. Il est dans la bouche du malade. Absolument. Dans la bouche, il y a plein de virus. Alors, est-ce qu'on peut avoir des cas de Covid positifs sans fièvre? Oui. Y a-t-il des cas révélés par une mort subite? Oui. Ressuscité? Oui. Parce qu'il y a une chose très importante que les gens doivent connaître, c'est que la PCR reste positive même dans le cadavre. Absolument. D'accord. Il est décrit des cas de myocardite avec des morts subites et des myocardites fulminantes assez rapides qui vont entraîner rapidement des troubles du rythme graves, des tachycardies ventriculaires et des fibrillations ventriculaires. C'est Abdel Fattah. Est-ce que laver le linge à plus de 60 degrés peut suffire? Oui, mais ce qui est encore mieux, c'est laver à 60 degrés et l'étendre dans le soleil. D'accord. Peut-on stériliser? Oui. Peut-on stériliser les masques par autoclave? Alors ça a été fait dans certains pays, mais on n'est pas sûr qu'ils sont stériles. Hein. Donc là, il ne faut pas jouer avec ça. À la limite, utiliser un masque en tissu en bonne et due forme que stériliser un masque en papier, que restériliser un masque en papier, non, parce qu'on n'a pas d'expérience, on ne sait pas à quelle température, la durée, etc. Tout ça, on ne le sait pas, on n'a pas de données scientifiques. Est-ce que l'expérience chinoise, par exemple, a montré que les patients qui ont guéri de cette maladie peuvent garder des séquelles respiratoires, cardiaques, neurologiques? Oui, tout à fait. Quand ils passent par la réanimation, ils peuvent garder des séquelles. Mais il y a très, très peu de séquelles chez les personnes qui ont des formes simples ou des formes modérées. J'ai vu sur le plan cardiologique que les patients doivent rester sur surveillance. Il faudrait les suivre sur l'année qui suit leur Covid-infection, leur Covid-maladie, parce qu'il y a un processus de myocardite qui peut, il peut y avoir une restitution ad integrum, comme il peut y avoir des séquelles, comme une dysfonction VG séquelaire, de l'insuffisance cardiaque ou un processus inflammatoire qui va durer plusieurs semaines,
pour se tarir complètement. Donc, ce sont des patients justement à risque aussi, je l'ai signalé tout à l'heure, parce que ceux qui ont eu le Covid ou les anticorps anti-Covid seraient de mauvais donneurs, bien sûr, de greffe cardiaque par la suite, ça c'est un problème à part. Et puis, il y a toujours, comme c'est nouveau, il faut absolument surveiller ces malades sur l'année qui suit au moins, et ce sont des patients à surveiller régulièrement. Merci beaucoup, Ahmed. Alors, Alors, c'est concernant… Saïd. Oui, oui. Alors, moi, je l'ai dit et je l'ai répété au moins 5 fois dans vos congrès, tous les malades qui font des pneumonies, qu'ils soient virales ou bactériennes, doivent être suivis par les cardiologues. Parce que les Américains, il y a une dizaine d'années, enfin, il y a même une vingtaine d'années, ils avaient montré même avec les pneumonies à pneumocoque, les malades, ils font des problèmes cardiovasculaires par la suite, insuffisance coronarienne, troubles de rythme, etc., etc. Donc là, les malades qui passent par la réanimation, qui passent par des phases d'hypoxie, ils peuvent faire des complications cardiovasculaires par la suite, quand ils vont sortir de la réanimation. Je suis d'accord avec le professeur Benis de dire qu'il faut les surveiller au moins pendant 1 an, ou parfois 2 ans, pour voir s'ils ne vont pas développer ces problèmes. Alors, une question qui revient assez souvent et parfois même, je pense qu'il y avait un entrepreneur qui a posé la question. Quand quelqu'un est déclaré positif, qui a été traité ou qui est confiné, quand est-ce qu'il pourra ou on peut lui donner la possibilité de reprendre sa vie normale et son travail? Est-ce que c'est seulement sur la clinique ou est-ce que seulement il faut que le test soit négatif? Comment ça se passe exactement? L'idéal, ce serait que le test soit négatif, que la PCR soit négative. C'est ce qu'on fait pour tous les malades actuellement au Maroc. Allô? Alors, moi je t'attends, je t'entends. OK? Donc, j'ai dit que l'idéal serait de faire une PCR et la PCR soit négative. Alors maintenant, j'espère qu'on ne va pas arriver dans la situation où on aura beaucoup de malades. Dans ce cas-là, il faut laisser au moins 1 mois entre la guérison et la reprise du travail. Ahmed, Oui. bêta-bloquant et Covid. Aucun problème. Donc, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Aucun problème de prescription. Il faut juste surveiller les malades, il n'y a aucun problème. Voilà. C'est Chakib. Le problème, c'est, comme je l'ai répété, c'est les tabac et Covid plus. Oui. Le problème, c'est que quand on a le Covid et en particulier les formes un peu avancées, on a une forte stimulation du système rénine angiotensine-aldostérone. Et j'insiste sur le fait qu'il faudrait absolument vérifier les calémies des patients régulièrement parce qu'ils peuvent avoir des hypocalémies en plus des traitements qu'on peut associer et ça peut favoriser les torsades de pointe. C'est ça le problème sur lequel je voulais insister. Chakib, à toi. Je n'ai pas entendu la question là. Et Saïd, je n'ai pas entendu la question. Je t'entends plus là. Je n'ai pas entendu la question. Il y a un problème de connexion. Là. Alors, une question. Ouais, moi aussi, j'ai… Ah, ouais. Vas-y. Pardon, c'est Chakib? Je n'ai pas entendu la question. Allô? Allô? Oui. La connexion. Oui. Moi, je te vois. Moi, j'entends le professeur Chakib. Je t'entends assez, Chakib. Oui, mais c'est Saïd qui n'entend pas là. Là, je vous entends. Hein. Alors, est-ce que… alors, tabac et Covid plus? Oui. Alors, les tabagiques, on a l'impression que les tabagiques, ils sont prédisposés à faire plus de Covid plus, ce qui est tout à fait normal. Parce que quand le SRAS-CoV-2 rentre dans le poumon, il est accueilli, ce qui est normal, comme tous les germes, par la cellule présentatrice de l'antigène qui est le macrophage. Et on sait que le tabac, malheureusement, il va diminuer l'efficacité du macrophage. Voilà. Saïd, tu écoutes? Tu nous écoutes? Allô? Oui, Saïd. Tu nous écoutes? Oui, j'ai terminé, moi, ma réponse. Question suivante. Allô? La question suivante, Saïd. Est-ce que tu as d'autres questions? Allô? On t'écoute. On t'entend là. On t'entend. Donne-nous les questions des personnes qui sont avec nous là. Ou tu m'envoies la question par WhatsApp. Je la transmets.
Là, malheureusement, je t'ai pas entendu, hein, mais je t'ai pas entendu. OK. Pardon? C'est bon? Allô? Oui, Vous je t'écoute, m'entendez? Saïd. Oui, je t'écoute, Saïd. Moi, je t'écoute. أنا كاسمك. Je Moi t'écoute. aussi. Non, 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 je pense que là, je vous entends. Alors, il reste deux questions. Il reste deux questions. Les cas qui sont PCR négatifs avec des signes au scanner, est-ce qu'on est en droit de les traiter? Oui, on les traite et on refait la PCR 4 à 5 jours après la première PCR. Allô? Oui, j'ai répondu. Voilà, je redis ma réponse. Oui, il faut les traiter et contrôler la PCR 4 à 5 jours après la première PCR. Il y a un problème de connexion, je crois. C'est Ahmed? Oui, أنا je t'écoute. De toute façon, je te suis. Hein. Voilà. Non, mais أنا je c'est te suis. Il justement, n'y a pas eu de coupure avec toi. Hein. justement, mais Saïd, je crois qu'il ne nous entend pas là. D'accord. Alors, juste deux questions. La première, alors, la première pour Dr Chakib Abdel Fattah, patient PCR négative, TDM très suggestive, peut-on démarrer un traitement? Oui, il faut démarrer un traitement, il faut surveiller le malade et refaire la PCR 4 à 5 jours après la première. Souvent, il est positif. Voilà, je me permets de clôturer cette conférence sur l'atteinte cardiaque et coronavirus. Et voilà, et je voudrais remercier nos orateurs, le professeur Abdel Fattah Chakib et le professeur Ahmed Bennis pour leur excellente prestation. Voilà, les slides vont être disponibles sur le site de l'AMCAR et l'enregistrement intégral de cette e-conférence sera disponible aussi sur le site de l'AMCAR et probablement sur YouTube. Je vous remercie infiniment. Je remercie tous les membres du comité qui ont participé à la réalisation de ce projet. Je remercie aussi Younes et je vous donne rendez-vous à la prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup. À bientôt, merci.